l'invité de la matinale. KTO Radio. A-t-on perdu la capacité de rechercher le bien commun en politique face à l'instabilité gouvernementale en France, au climat social tendu et à la polarisation des débats? Nous allons prendre un peu de hauteur ce matin avec la publication ce mois-ci de son livre « Le jeu et le nous, une histoire de la pensée politique des origines à nos jours » aux éditions du Cerf. L'historien des idées et essayiste François Huguenin analyse la place du bien commun en politique. Il nous livre des pistes d'analyse ce matin dans l'invité de la matinale. Bonjour François Huguenin. Bonjour Maxence Eloi. Merci d'être avec nous en studio. Alors il faut rappeler que cette notion de bien commun, base de la doctrine sociale de l'Église, est issue de la pensée antique, de la pensée chrétienne. Qui sont les premiers à avoir édifié ce bien commun? Alors, d'ailleurs, c'est avant le christianisme, puisque ça remonte aux Grecs, à Platon et à Aristote. Au fond, si on pouvait... dans l'histoire de la pensée politique, on distingue assez habituellement deux grandes périodes. Une période dite classique, qui va de l'Antiquité à la fin du Moyen-Âge, et une période moderne, depuis la Renaissance jusqu'à nos jours. Et au fond, dans cette période classique, nous avons à peu près, pendant 2000 ans, les mêmes bases de pensée qui, alors évidemment avec quelques inflexions, mais enfin qui ne changent pas tant que ça. Et notamment le fait que l'homme est par nature un animal politique, c'est-à-dire qu'il est fait pour vivre en société, il est fait pour vivre pleinement la chose politique, et que c'est même là, dans la cité, qu'il peut mener la vie bonne. Et que de l'autre côté, les gouvernants ont comme but, comme mission, d'œuvrer pour le bien commun et non pas pour leur propre intérêt particulier. Depuis tout temps, ça a été une tentation. Vous pensez bien que ce n'est pas une tentation récente. Avec saint Augustin ou saint Thomas d'Aquin, au niveau des chrétiens qui ont réfléchi à cette idée de bien commun. Et dans les faits, que veut dire le bien commun, justement se sentir partie prenante d'un intérêt commun qui dépasse l'intérêt individuel? Oui, alors c'est une très bonne question, parce que parfois, je vais commencer peut-être par ce que ce n'est pas. Parfois, on a un tout petit peu tendance, et on a eu tendance, notamment dans les milieux catholiques au XXe siècle, dans la première moitié du XXe siècle, on a eu tendance un peu à caricaturer la notion de bien commun, en faisant un petit peu le bien d'un tout en surplomb, qui pourrait presque être en opposition avec les intérêts et les biens des individus. En réalité, quand on lit par exemple saint Thomas d'Aquin, on se rend compte que pour lui, le bien commun ne s'oppose pas au bien individuel, il l'intègre. Mais en fait, ce que dit Thomas d'Aquin, et de ce point de vue-là, il prolonge tout à fait la pensée d'Aristote, c'est que la capacité de l'être humain de poursuivre le bien commun est quelque chose qui lui est naturel, quelque chose qui lui permet de s'épanouir, d'accomplir sa nature humaine. Donc c'est pas du tout quelque chose qui rentre en opposition comme une contrainte par rapport au bien de l'individu, mais c'est au contraire quelque chose qui déploie de manière la plus belle possible la nature humaine de chaque personne. Donc ça se situe entre les deux, entre le collectif et l'individuel. Dans votre ouvrage « Le jeu et le nous », justement, le collectif et l'individuel, vous expliquez que le bien commun était structurant de notre société, mais a aujourd'hui quelque peu disparu du champ politique. Depuis quand a-t-il disparu ? Alors, moi, je parle vraiment de l'histoire de la pensée politique. Alors, c'est pas si, enfin, je veux dire, c'est pas si, comment dire, binaire que ce qu'on peut imaginer. Il y a eu une vraie rupture avec la pensée classique, avec Machiavel, on peut le dire, au XVIe siècle, à la Renaissance. Machiavel, en fait, dit tout ça c'est bien joli, mais en fait les hommes cherchent chacun leur intérêt, donc on va penser la politique différemment. La notion de bien commun, là, en prend un sacré coup, de même qu'avec Thomas Hobbes, qui essaye de reconstruire une pensée politique au XVIIe siècle. Mais on peut voir aussi qu'il y a un certain nombre de penseurs, et je pense notamment à la grande tradition du libéralisme politique, John Locke ou John Milton en Angleterre, mais aussi Montesquieu, et puis ensuite chez nous, Benjamin Constant ou Tocqueville au XIXe siècle. Quand on les lit, ils n'ont pas abandonné l'idée de commun, ils n'ont pas abandonné l'idée de bien commun.
Ça vient peut-être au deuxième plan, mais ce n'est pas totalement abandonné. Là où ça commence à vraiment être mis au rang des accessoires, hélas, c'est sans doute dans la deuxième moitié du XXe siècle, où un certain libéralisme, et un certain seulement, celui notamment de Friedrich Hayek ou de John Rawls, au fond dit on ne peut plus tellement penser le commun, parce que Hayek dit un truc étonnant. Il n'y a pas de fin commune, dit-il. Il n'y a que des fins individuelles qui peuvent éventuellement coïncider. Ce qui est quand même extrêmement révolutionnaire comme manière de penser. Et quelqu'un comme Rawls dit ouh là là, le bien, chacun a sa vision du bien. On ne peut pas tellement bâtir quelque chose avec ça. Et donc, quelque part, là, on a quelque chose qui se délite et qui arrive dans des revendications subjectives, individuelles, un peu folles, comme avec le wokisme aujourd'hui. Et pourquoi le bien commun semble avoir disparu ? Parce que la modernité ayant... la vraie fracture entre la pensée politique classique et la modernité, c'est que les modernes se disent, au fond, c'est pas tellement certain que l'homme est par nature un animal politique. Finalement, il pense à lui, les gouvernants pensent à eux. Donc, en fait, on base la pensée politique à partir de la modernité sur l'individu. C'est l'individu qui est à la base, et la société souvent n'est vue que comme une construction un peu artificielle pour que les gens ne s'entretuent pas, en gros. Mais du coup, on a quelque chose qui est à la base de cette pensée moderne, qui est l'individu. Et quand l'individu structure toute une pensée, le commun passe au second plan, à peu près malheureusement, inévitablement. Et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui si on regarde la situation de l'état du pays au niveau politique, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui ? Alors, ce que je crois, moi, profondément, c'est que dans la crise politique que nous traversons, qui est au-delà de la crise institutionnelle due aux aberrations de notre président ou de notre ancien Premier ministre, au-delà de ça, il y a quelque chose qui me semble beaucoup plus profond, c'est qu'il y a une perte de confiance, en fait, de la population par rapport à ses élites. Et même si, évidemment, la majorité de la population française n'a pas étudié l'histoire de la pensée politique et n'est pas très très au clair avec une notion comme le bien commun, je pense que intuitivement, de manière un peu confuse et inconsciente, il y a cette idée quand même que, au fond, les élites ne travaillent peut-être plus pour le bien de tous. Et malheureusement, certains font tellement montre qu'ils suivent une carrière personnelle plutôt qu'autre chose, que ça crée une sorte de rupture. C'est ce qui ne fonctionne plus aujourd'hui dans la façon dont les politiques font de la politique ? Oui, il y a quelque chose qui est perdu. Vous voyez, par exemple, Saint-Augustin dit qu'une cité, c'est des gens, des êtres raisonnables qui sont assemblés ensemble pour poursuivre dans la paix des biens qu'ils aiment. Eh bien, nos politiques ne se posent plus la question, ne nous posent plus la question, qu'est-ce que nous, Français, nous aimons ensemble ? Qu'est-ce que nous voulons poursuivre ? Est-ce que c'est juste avoir de l'argent pour pouvoir consommer ? Ou est-ce que c'est mieux ? Ou est-ce que c'est, par exemple, la liberté ? Ou est-ce que c'est, par exemple, la justice sociale ? Qu'est-ce qu'on veut ensemble ? Qu'est-ce qui fait sens pour nos concitoyens ? Qu'est-ce que nous aimons ensemble ? Eh bien, enfin, c'est quelque chose qu'on ne pose plus. Pour vous, il n'y a plus de biens communs aujourd'hui sur lesquels... Non, je dis pas ça. Je dis pas ça. Hein. Je pense que malgré tout, il y a quand même de temps en temps un bien commun qui ressurgit. La question écologique, par exemple, a fait naître très clairement une interrogation, mais parce que c'est la menace qui le permet, une interrogation sur un bien commun qui est même d'ailleurs planétaire. Donc non, bien sûr, il y a quelques éléments qui restent, mais on n'a pas toujours l'impression que notre élite politique met ça au premier plan, et que malheureusement, il y a des stratégies personnelles qui prennent le dessus. Le bien commun est aussi une notion philosophique en dehors de l'aspect purement chrétien et des attentes légitimes des citoyens envers l'État en matière de sécurité, d'éducation et de justice. Comment retrouver du bien commun autour de ces enjeux ? Certainement, justement, en remettant je dirais, au cœur des préoccupations, des mots et des thématiques comme celles que vous venez d'exprimer.
La justice sociale, par exemple, c'est l'enseignement constant des papes et de la pensée sociale de l'Église. C'est de mettre au premier plan de la préoccupation politique, justement, la préoccupation pour le plus faible, pour le plus pauvre, le fait de créer une société où il n'y ait pas un agrandissement des fractures entre les plus favorisés et les plus défavorisés. Ça, c'est quelque chose qui, quand on s'en empare, est une manière de remettre du commun et du bien commun. Et puis il y a aussi une manière qui est peut-être plus prosaïque et moins, je dirais, dans les idées, mais tous les gens qui s'engagent, par exemple, dans la vie associative, sont des gens qui travaillent pour un bien commun, peut-être parfois très modestement, sur une petite partie de ce bien commun, mais ils le font, et ils le font réellement. Donc il ne faut quand même pas totalement désespérer de notre époque, et surtout des citoyens. Et vous parlez de crise de confiance. Quelles conditions sine qua non, selon vous, permettraient d'accepter aujourd'hui le compromis, que ce soit au niveau des politiques, mais au niveau aussi des citoyens ? Je parlais de confiance tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faudrait sans doute qu'au niveau des politiques, il y ait à la fois une parole et des actes qui suivent, qui montrent aux citoyens qu'il y a véritablement un engagement pour le bien de tous, qu'il y a quelque chose qui dépasse les clivages partisans, qui dépasse les intérêts particuliers. Ce qu'on ne voit pas aujourd'hui. Et ce qu'on voit peu aujourd'hui. Et donc il y a des espèces de fragmentations qui sont de plus en plus dures et violentes, et on ne voit pas facilement émerger les personnalités qui prennent du recul et de la hauteur par rapport à ça. C'est ce qui a fait la force du gaullisme et du général de Gaulle au début de la Ve République. C'est qu'on soit a priori plutôt de droite ou plutôt de gauche, il était une personnalité qui était au-dessus de la mêlée, au-dessus des partis, il y tenait beaucoup, et que je pense les Français voyaient comme étant vraiment attachés au bien de la France et des Français. Et une dernière question, François Huguenin, qu'est-ce que les chrétiens ont apporté pour sortir justement de cette crise politique ? Alors, je dirais deux choses rapidement. Saint Augustin dit que dans ces biens que nous poursuivons, il y a des biens élevés et des biens pas très élevés, et que les chrétiens sont ceux qui peuvent permettre, comme le sel de la terre, de faire monter le niveau du bien auquel nous aspirons. Et puis, ce que je montre dans mon livre, c'est que la réconciliation nécessaire entre le souci des anciens du bien commun et le souci des modernes, qui est tout à fait important, de la liberté et de la liberté individuelle, peut-être que la synthèse la plus aboutie de cette réconciliation a été faite par la pensée politique de l'Église catholique, en tout cas depuis Vatican II. Espérons en tout cas qu'on les écoute, qu'on la retrouve peut-être je pense que je pense que les papes quand même ont une voix qui peut porter bien au-delà de l'aspect confessionnel. Merci beaucoup François Huguenin d'être venu en studio ce matin sur KTO Radio. Je rappelle le titre de votre livre qui est sorti en septembre, Le jeu et le nous, une histoire de la pensée politique des origines à nos jours, publié aux éditions du CERF. Bonne matinée. Merci à vous.